je l'appelle mon petit miracle. Vous l'appelez votre petit miracle? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est vraiment mon petit miracle. Ah oui, oui, oui. Si vous me demandez est-ce que ça a valu la peine pour Marie, je vais vous dire oui, 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 oui. Mais pour d'autres enfants, Parce que c'est pas vrai, c'est pas des miracles. Il vient temps après ça, là. 2, 3, 4 ans, puis 11 ans plus tard, là, le miracle, là, il s'est frité pas mal. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en Jeu. Cette semaine, les grands prématurés. On les a qualifiés de miracles de la médecine. Mais qu'advient-il du miracle quand bébé devient grand? Quand Mario Lemieux est sorti de sa retraite, il a expliqué qu'il le faisait en partie pour son fils Austin, âgé de 4 ans, et qui ne l'avait jamais vu jouer. Depuis, Austin suit son père pas à pas. Il est même devenu la coqueluche des médias. Or, on apprenait récemment que ce petit garçon est un miraculé de la médecine. Il est en effet un grand prématuré, né à 26 semaines de gestation seulement. Il ne pesait que 2 livres. Le mot miracle convient bien à son cas puisqu'il est en parfaite santé et n'a pour l'instant aucune séquelle. Mais ce ne sont pas tous les grands prématurés qui s'en sortent aussi bien. Dans la prochaine heure, vous allez pouvoir suivre pour la première fois à la télévision ces grands prématurés, de la naissance jusque dans la vingtaine, avec toutes les questions que ça soulève. Maryse était aveugle. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, cette cécité-là. Il la voyait venir, mais il nous en avait pas prévenu. J'ai Cassie qui va bien, puis j'ai Charlie qui va pas bien. Fait que je peux pas trancher, me dire, ben non, ils sont acharnés. Moi, ce que je me dis dans ça, c'est que Cassie était chanceuse, Charlie malchanceuse. C'est comme ça que je vois ça. 50-50. Regarde ta suce. Elle était plus grosse que ta tête. Pour nous, c'est un miracle que Stéphanie s'en soit sortie. En 30 ans, la néonatologie a fait des pas de géant. En 1970, un enfant qui pesait 1000 grammes, à peine plus de 2 livres, n'avait qu'un peu plus de 10 % de chances de survie. Aujourd'hui, c'est plus de 60 % de ces bébés qui survivent. On les appelle les grands prématurés. C'est 24 heures par 24 heures. On se fait dire, ben, elle a passé 24 heures, on va voir si elle va passer 25 heures. Un prématuré, ça fait 2 pas, puis ça recule de 3. Vous faites quoi, là, actuellement? Là, je mets on appelle ça de l'aquaphare, c'est de la vaseline qu'on met sur la peau des bébés, des très grands prématurés, pour garder l'humidité. C'est difficile. On se sent coupable, je sais pas. On se sent coupable. Ouais. Coupable de quoi? Je sais pas, de pas l'avoir en terre. Oui, t'es un grand garçon. Tu veux téter? Mais là, il y a un tube par la bouche, c'est plus difficile. Parce que tout de suite, là, ils ont la réflexe de téter. Ce bébé pèse un peu plus de 500 grammes, à peine plus qu'une livre de beurre. Il a passé 24 semaines dans l'utérus de sa mère, 16 semaines de moins que ce que la nature n'a prévu. S'il survit, il poursuivra sa croissance dans une unité spécialisée de néonatologie. Ses parents, comme cette maman à l'hôpital juif de Montréal, apprendront à lui donner de l'oxygène avant de lui donner le biberon. Non. Non, non. I pray, so. You pray? Pray, yeah. Ici, c'est le plus petit à ce moment-là dans notre unité, 24 semaines, 550 grammes. Ce bébé était extubé avant-hier et on est très ravis de ce progrès. Il a 2 mois. Il a 2 mois maintenant. Petit comme ça, à 2 mois. Il est resté au respirateur pendant 2 mois. À l'hôpital Sainte-Justine, même scénario. Martine Belot est radieuse parce que sa fille, née à 24 semaines de gestation, vient elle aussi d'être extubée. La maman peut enfin commencer à pratiquer avec son bébé la méthode kangourou, une méthode qui consiste à réchauffer et conforter le bébé peau contre peau. Et elle pesait 1 livre et 6. C'est un petit miracle, ça. Hein? Oui, c'est mon petit miracle. C'est ça, oui, vraiment? Oui, oui, oui. C'est comme ça que vous l'avez vu? Oh, je l'appelle mon petit miracle. Vous l'appelez votre petit miracle? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est vraiment mon petit miracle. Ah oui, oui, oui. C'est la première fois, un matin, je l'ai pris. Que j'ai pu le prendre dans mes bras, mais il était tout en mitouflé dans des couvertes. Mais en tout cas, c'est mieux que pas le prendre du tout. Vous vous êtes senti comment pour aller coucher? Hein?
À le toucher, à le prendre, je pensais que le cœur, le mien, était pour arrêter de battre. Je présente Danny. C'est la première fois que je peux le prendre aujourd'hui, là, après un mois. Il était plus petit là, dans mes bras que dans l'isolette. J'oublierai pas ça, la première fois comme ça. C'est tout petit, tout là, c'est fragile, là. T'oses pas trop rien faire. Là, le musqué, tout, là, c'est spécial. C'est de l'angoisse. C'est dur? Oui. Quand je l'ai vu, peut-être quelques heures après qu'ils l'ont monté, avec tous les fils, puis toutes les machines, puis toutes les bip-bip qu'on veut, c'est stressant. Il y a plus de 9 ans, Franco Di Ceccio était lui aussi devant sa fille qui pesait 1,5 livre seulement. Une grossesse, c'est supposé d'être un événement heureux, donc le couple se dirige vers l'accouchement. Tout est planifié, sauf que du jour au lendemain, bang, on se retrouve entre la vie et la mort pour le bébé. Tous les parents de grands prématurés sont sous le choc la première fois qu'ils voient leur enfant. Le drame, c'est qu'en même temps, ils doivent parfois décider si leur bébé sera ou non réanimé avec des risques de séquelles importantes. Tout est normal. Ses intestins est normal aussi, puis son foie puis ses reins aussi. C'est quoi ce bip-bip-là? Ça, c'est la saturation. Il ne faut pas que ça descende en bas de 90. Pour l'oxygène qu'elle soit. Oui. Ils ont eu un écho cérébral ce matin, puis depuis le début, elle faisait une petite hémorragie autour du cerveau. Puis ce matin, ils en ont fait un autre encore. C'est encore un petit peu dilaté, mais ça se résorbe tranquillement pas vite. C'est ton enfant, tu te dis, bon, tu sais, s'il est né là, c'est parce qu'il avait à naître là. C'est ton enfant, si ça vient de toi, là, moi, je me vois pas dire, ben écoute, il est trop petit, on va le laisser aller, puis on se reprendra avec un autre, là. Il reçoit des traitements pour maintenir son tension artérielle. Harry Bard est un pionnier de la néonatologie. Il se réjouit des progrès importants des 10 dernières années au Québec. Le taux de survie a augmenté et les séquelles graves ont considérablement diminué. Ça, c'est le ventilateur peut-être le plus, disons, le dernier modèle qui existe en ventilation. C'est une oscillation très rapide, donc ça abîme très peu les poumons. Et il a eu une écho cérébrale et le cerveau, pour le moment, semble normal. C'est chez les bébés de 24 semaines et moins où les risques de séquelles graves sont les plus importants. Les parents sont parfois appelés à vivre des situations déchirantes. Les parents savent que le pronostic n'est pas très bien, mais pour ces parents, même avant que le bébé soit né, ils nous demandent de faire tout ce qui est possible. Vous, c'est important de la sauver. Oh oui, je voulais absolument. Coûte que coûte. Oui. Même avec des séquelles. Oh, pas grave. Les recherches sur l'avenir de ces bébés se multiplient et d'une institution à l'autre, d'un pays à l'autre, les chiffres varient. Mais chez les grands prématurés de 28 semaines et moins, les études démontrent que de 30 à 50 des enfants ont des séquelles. Le docteur Francine Lefebvre fait depuis des années le suivi auprès des prématurés quand ils sortent de l'hôpital Sainte-Justine. On recherche les séquelles les plus importantes, la paralysie cérébrale en particulier, les problèmes d'audition, les problèmes de vision. Et dans le courant des années subséquentes, on voit apparaître les problèmes de développement, de retard de développement, de retard mental. Évidemment, c'est au moment de l'entrée à l'école qu'on voit les capacités d'apprentissage des enfants. Alors, ça, c'est le plancher des miracles. Jumelle de 26 semaines, elle pesait à la naissance 890 grammes. Le docteur Apostolos Papageorgiou de l'hôpital juif de Montréal est fier des progrès accomplis, mais il convient qu'il y a toujours un prix à payer lors de la naissance de bébés prématurés. 22 semaines, les taux de survie, c'est quoi? 10 Et le taux de séquelles dans ces 10 ça pourrait aller de 50 à 100 Donc, c'est... Majeur. Absolument. Là, je dis aux parents... 23 semaines. 23 semaines, la survie est maintenant de l'ordre de 35 à 40 séquelles graves, facilement 50 à 60 Et 24 semaines? 24 semaines, la survie dans notre milieu est de l'ordre de 65 à 70 et des séquelles graves, je dirais, de l'ordre de à peu près 10 Est-ce que vous aviez peur aux séquelles?
grave. Terriblement, parce qu'il en parle à chaque jour. L'oxygène fait que la rétine décolle, le tube dans la gorge fait que la gorge se rétrécit, donc c'est une trachéose. Tous les jours, les séquelles peuvent être là. Pour Franco Di Ceccio, le miracle de sa fille a peu à voir avec la médecine. On le voit ici en visite en Italie avec son enfant pour remercier la Vierge Marie, comme sa mère s'était engagée de le faire. Elle dit non, j'ai parlé, j'ai fait la promesse que si elle nous la donnait intacte, à 3 ans, je l'emmène en Italie lors d'une procession là, qui a lieu dans son village. Et c'est ça qu'on a fait. Là, à 3 ans, mes parents sont allés en Italie, on est allés avec eux. Moi, c'est sûr que le système médical est là, mais quelque part d'autre, c'est un miracle. Là. 1, 2, 3, 4! Stéphanie est une enfant parfaitement normale. Pour ses parents, le cauchemar de la prématurité est bel et bien derrière eux. Tous les parents n'ont pas été aussi chanceux que les Di Ceccio. Après le miracle de la survie, de très nombreux grands prématurés ont besoin d'un second miracle, c'est-à-dire le soutien aussi quotidien qu'héroïque que leurs parents doivent leur prodiguer. Comment tu fais pour te guider dans les couloirs de l'université? J'entends les espaces autour de moi, c'est-à-dire qu'on entend par l'écho, par les ouvertures dans les couloirs. Je l'avais jamais tenue, moi, cet enfant-là. J'avais même pris dans mes bras. Je l'avais jamais caressée. Je pouvais pas la toucher. Elle était dans une cage. Elle était loin de moi. Tu sais, c'était pas mon enfant. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Notre chère Marie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Peux-tu deviner? Gâteau au fromage? Hey! Chez les Glos de Beaulieu à Ottawa, on célèbre l'anniversaire d'un des premiers miracles de la néonatologie au pays, celui de la survie de Maryse. Vas-y! Marguerite, dont c'était la 3e grossesse, en était, selon ses calculs, à sa 21e semaine de gestation. C'était avant l'ère plus précise des échographies. Cette petite affaire-là, minuscule, elle faisait à l'intérieur de ma main avec des cheveux blonds bouclés, puis les petites mains, puis les petits pieds qui allaient... Puis elle avait une petite voix, là, mais on voyait qu'elle voulait vivre. Ma belle fille, merci. Aujourd'hui, Maryse fête son 23e anniversaire. Est-ce qu'on va trinquer? Ben oui, hein? Santé. Santé, bonheur, joie, prospérité. Même s'il est aveugle et souffre de paralysie cérébrale, chacune des bougies de la vie de Maryse a été célébrée avec bonheur. À sa naissance, les médecins ne lui donnaient quasiment aucune chance de survie. Bonne fête, Maryse! Bonne fête, Maryse! Bravo! Quand on est arrivé la première fois, puis on l'a vu là, dans l'incubateur, c'était un choc total, de voir cette petite affaire dans un incubateur entouré de machines et de bips sonores et de tuyaux et d'intraveineuses et de tout ce que vous voulez, là, brancher la tête, les pieds, elle avait un tube dans les poumons pour lui permettre le liquide de sortir des poumons. C'était vraiment épouvantable. On ne pouvait pas la toucher. Tout ce que je pensais à ce moment-là, c'est est-ce qu'elle va survivre? On prenait deux barbouillettes comme ça, on la coupait en 4, puis on prenait un carré, puis on faisait une couche avec. Quand Mademoiselle Betty m'était présentée, elle était dans la main du médecin. Ses petites fesses étaient ici, la tête était là. Elle était les cheveux longs comme ça sur la tête. Elle était couverte d'un duvet brun, long comme ça, partout sur le corps. La peau mince comme une feuille de papier de riz. Tu voyais toute la cage thoracique, tu voyais au travers d'elle, presque. La survie de Betty, dont le jumeau est mort-né, est aussi un miracle. 24 semaines de gestation il y a 20 ans, c'était phénoménal. Tout comme Maryse, Betty est transportée d'urgence dans un hôpital universitaire
où la néonatologie en était encore à ses débuts. Pendant les longs mois que les fillettes seront aux soins intensifs, leurs mères seront plusieurs fois appelées au chevet de leur bébé mourant. Les 4 mois, là, c'est elle meurt, elle vit, ça va pas bien. Il nous appelait de venir parce qu'il pensait qu'elle avait que quelques heures à vivre. Et comment vous êtes senti à chacune de ces fois? C'était déchirant. C'était déchirant, mais d'un autre côté, des fois, je me disais, ben, c'est peut-être pour le mieux. On essaye de justifier les choses. Peut-être c'est mieux comme ça. T'sais. On essayait, en auto, mon mari puis moi qui s'en allait là, avec. C'était dur, même si vous essayiez de vous faire une raison. Hein? Oui, c'est encore difficile. Est-ce qu'il est arrivé un moment où vous vous êtes dit ce serait peut-être mieux qu'à part? J'ai pensé. Quand je m'assoyais, puis que je la regardais, puis tout collecté, puis tout ça, puis je me disais, mon Dieu, quel avenir qu'elle va avoir. On arrivait à l'hôpital, puis la Marie, ça nous revenait. T'es vivante pas mal, hein? Ah oui, Hein? ah oui. Bye, on se revoit. Les mères de Betty et Maryse se sentent impuissantes devant l'acharnement que l'on pratique pour sauver leur fille qui passe des mois sur un respirateur. En 6 mois, Marie subit une centaine de transfusions sanguines, tandis que Betty est opérée plusieurs fois. Marguerite Glaude-Beaulieu se reproche sa passivité. J'étais assise là à la regarder, tu sais, c'est comme regarder ce pauvre petit enfant-là qui ne m'appartenait même pas. Donc, là, je me suis dit, non, c'est ma fille, c'est à moi là, de prendre l'initiative et de commencer à poser des questions. Oh, sorry. Plus elle pose des questions, plus la mère de Maryse apprend tous les ravages que trop ou pas assez d'oxygène peut causer. Allô, ça va? Bon, je m'en mets juste un document que Ryan Klump a transcrit pour moi. Maryse a 4 mois quand une infirmière annonce à sa mère qu'elle est devenue aveugle à la suite des traitements qu'elle subit aux soins intensifs. C'est un choc terrible. Trop d'oxygène. Ça fait gonfler les vaisseaux sanguins, ce qu'on m'explique, là. Puis les petits morceaux de rétine qui se détachent, qui sont brûlés, les vaisseaux sanguins éclatent, puis ensuite sèchent, puis ça se détache petit à petit. Petit à petit, la rétine s'est enlevée. Pas la rétine s'est enlevée, des morceaux de rétine s'enlevaient. Petit à petit. Pas du jour au lendemain. Comment tu fais pour te guider dans les couloirs de l'université? J'entends les espaces autour de moi, c'est-à-dire qu'on entend par l'écho, par les ouvertures dans les couloirs. J'ai demandé à un de mes copains de m'apprendre une moitié du prélude des fugues de Bach, puis c'est ce qu'il a fait, mais on l'a adapté. La cécité, là, c'est comme on dit, ça serait le moindre de mes soucis. C'est-à-dire que la paralysie me permet de faire beaucoup moins de choses avec ma main droite, comme, par exemple, j'ai beaucoup moins de flexibilité dans mes doigts pour taper à l'ordinateur. Je peux pas jouer d'instruments de musique à cause de ma paralysie, là. J'en joue, là, mais c'est très peu. Bon, voici la trempette, je la mets à midi. C'est beau, merci. Ton jus à 11 heures. Maryse tient sa détermination de sa mère. 6 mois après sa naissance, et alors qu'elle ne pèse pas encore 5 livres, Marguerite Glaude-Beaulieu décide que c'en est assez, que son enfant n'est pas un animal de laboratoire. J'ai dit, non, moi, là, je vais prendre le contrôle. Moi, je vais avoir le contrôle. C'est moi la mère. Il me semble que j'ai les instincts d'une mère. Alors, à un moment donné, j'ai appelé notre avocat. J'ai dit, quels sont mes droits? Il dit, tu es la mère, tu as tous les droits. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, viens me chercher, chérie. On emmène Maryse à la maison. Puis là, le médecin est arrivé, puis il voulait m'arrêter. Il a dit, vous pouvez pas sortir. Il dit, votre fille va mourir. Mais j'ai dit, calme-toi, mais elle va mourir dans mes bras, à la maison, entourée de sa famille, dans une situation normale. Elle ne mourra pas ici à l'hôpital. La famille Beaulieu se croise les doigts. Maryse continuera-t-elle à respirer sans soutien?
Sera-t-elle sourde ou handicapée mentale comme de nombreux autres grands prématurés? 6 mois après, cet enfant-là, c'était incroyable. Elle avait 12 mois, pesait 12 livres, marchait partout, puis elle avait commencé à parler, puis à dire des mots. On a vu tout de suite que c'était une petite fille très, très intelligente. Je suis celle qui frappe dans la vie, un grand coup d'amour. Soutenue par ses parents, Maryse ne recule devant rien. À 14 ans, elle quitte ses parents pour étudier le chant à Ottawa, puis elle s'inscrit à l'université où elle en est à son 2e baccalauréat. C'est prononcé comment en français? Moi, j'ai entendu un colis. E-colis. O-I-colis. Parce que c'est un point colis, n'est-ce pas? Oui. Mes parents ne m'ont jamais vue comme une personne handicapée. Ils se sont jamais apitoyés sur moi. Donc, j'ai comme suivi leur exemple. Pourquoi est-ce que moi, je me suis apitoyée sur moi-même, finalement? 7 people died, and an estimated 2,300 people became ill. Comment vous vous sentez quand vous la voyez aujourd'hui à l'université? Très autonome, vous le disiez, indépendante. Et en vous souvenant de ce que vous avez vécu au départ de sa vie? Ouais, on a fait du chemin. Je suis très fière que on a décidé de la sauvegarder, cette petite fille-là. Je ne rentre plus dedans. T'aurais la robe pas mal courte aujourd'hui. Sur Betty aussi, l'oxygène a fait des ravages. C'est quoi ses séquelles aujourd'hui? Aujourd'hui, Betty va avoir 21 ans, a eu 20 ans au mois de novembre. Puis, c'est déficience légère. Trouble grave d'apprentissage à l'école. Betty a fait 16 ans d'école. Aujourd'hui, elle sait lire, elle sait écrire, comme quelqu'un qui fait une 3e année primaire. Fermeture de la fenêtre document. Tous les parents de grands prématurés se posent la même question. Quel sera l'avenir de leur enfant? Aujourd'hui, la plupart s'en sortent relativement bien, mais Betty, elle, aura toujours besoin de sa mère. J'ai toujours été en arrière de Betty. Betty sait très bien que pour toute question qu'elle peut avoir à poser sur n'importe quoi, n'importe quel sujet, n'importe quoi, maman est là. Qu'est-ce qu'on a gagné ici? Est-ce que ça a valu la peine? Ça, là, c'est toujours à se poser, cette question-là. Si vous me demandez est-ce que ça a valu la peine pour Marie, je vais vous dire oui et oui et oui et oui. Mais pour d'autres enfants, c'est peut-être pas oui. Qu'est-ce que tu trouves de drôle, le Claude? Alors moi, je me dis, écoute, on va essayer de le faire vivre. Bon, qu'est-ce qu'une mère qui connaît rien peut demander de plus, hein? Qui vive. Mais j'avais pas pensé que c'était qui vive coûte que coûte, qui vive même s'il doit être bien handicapé. J'aurais pas, je sais pas, j'aurais dit oui. Comment vous sentez quand vous voyez des articles de journaux où on parle de miracles? Je suis enragée. Enragée. Parce que c'est pas vrai, c'est pas des miracles. Et bien temps après ça, là, 2, 3, 4 ans, puis 11 ans plus tard, là, le miracle, là, il s'est frité pas mal. T'as envie d'abandonner, là, parce que, écoute, on parle pas d'un enfant qui est malade 1 an ou 2, là. On parle d'un enfant qui était malade 11 ans, là, puis qui va l'être encore. Fait qu'à un moment donné... Qu'est-ce qui est dur pour vous, là, quand vous y pensez? Ben, moi, c'est parce que c'est sa souffrance, puis à un moment donné, je viens tanner par rapport à ça, là. Charlie! Essaye de boire un peu, là. Ah ouais, bois un peu. Maman va mettre Tommy à terre, puis on va s'occuper de toi après. Ça sera pas long, mon trésor. Je me prive de ma vue, finalement. Là. Toute seule? Tu vas aller toute seule? Rends-toi en marche, Tommy, puis rendu là, maman te met dans le bain. Le plus gros miracle, c'est d'apprendre à dire je laisse ma vie de côté pour prendre la sienne. Fait que moi, j'ai tout le temps dit, je suis morte debout à 25 ans pour pouvoir vivre la vie de mon fils. Fait que je suis handicapée, moi aussi. J'ai déjà voulu lever le camp, là, un moment donné, parce que maladie par-dessus maladie, puis chialer parce qu'elle pleurait tellement, puis elle pleure encore tellement, là. C'est Cassie, puis la famille, là, Linda aussi. Faut que je reste,
Là, c'est ma décompression depuis tantôt, ça? Ouais. Ses parents semblent au bout du rouleau. Ah, je vais siphonner. Toute la vie de la famille Tessier de Jonquière tourne autour de Charlie qui vient d'avoir 11 ans. Moi, Charlie, là, je suis comme sa deuxième peau. Je respire pour elle, j'ai chaud pour elle, j'ai faim pour elle. Il faut que je pense toujours pour elle. Là, je vais y prendre sa température. Rien ne laissait présager durant la grossesse de Linda Tessier un accouchement prématuré. La première échographie avait indiqué aux parents qu'ils auraient des jumelles en santé. Nous autres, on s'en faisait une joie avant que la catastrophe arrive, les saignements puis tout, là. C'est à Québec où elle a été transportée d'urgence que Linda Tessier a accouché prématurément. On a d'abord craint pour la vie de Cassie à cause de graves problèmes cardiaques. Sa jumelle, Charlie, avait un pronostic plus favorable. C'est pourtant elle aujourd'hui qui est lourdement handicapée. Après plusieurs mois d'angoisse, quand les parents sont rentrés à Jonquière avec leur fille, ils pensaient leur cauchemar terminé. Ils nous ont dit que ça allait très bien, qu'il y avait eu un petit segment au cerveau, ils n'avaient pas appelé ça une hémorragie à l'époque, puis que c'était résorbé. Fait que nous autres, dans notre tête de parents, on s'est dit, c'est super beau, c'est guéri, on s'en va chez nous, ça va être bien beau. La vie a repris son cours, mais Linda Tessier s'étonnait. Cassie, qui aurait dû avoir des séquelles, se développait normalement. C'est Charlie qui semblait faire problème. À 8 mois, je comparais avec l'autre. L'autre prenait des hochets, celle-là prenait rien. Fait que je me suis dit, puis elle réagissait pas à rien, ça regardait le toupette. Je me suis dit, bon, je pense qu'elle est aveugle. Et puis, je suis allée passer un examen chez un ophtalmo. Puis l'ophtalmo m'a bien dit, c'est pas un problème de vision, c'est un autre problème, c'est neurologique. Et les autres, ils les sauvent. Après ça, va-t'en chez vous avec ton problème, là. Parce que, écoute, s'ils nous avaient dit, là, il y avait un saignement au cerveau, ça se peut qu'elle ait des séquelles. Là, je serais parti avec ça chez nous, là. Même si ça aurait été un coup dur. Parce que nous autres, on était quasiment 1 an à fouiller, là. Aller voir les docteurs, savoir ce qu'il y avait. Puis aller voir pour ses lunettes. Puis, tu sais, là, on est là, puis on vire en rond. On ne sait pas qu'il y a une paralysie cérébrale, là. J'ai jamais entendu le mot paralysie cérébrale. J'avais jamais entendu le mot avant. C'était genre plutôt, il peut avoir des problèmes d'apprentissage importants. Ça se peut, qu'il peut avoir des problèmes de marche, des choses comme ça, mais c'était pas défini, là. Je savais pas que c'était comme ça. Louise Demers de Sorel a vécu le même scénario avec son fils Tommy, né après 24 semaines de grossesse. Elle le croit hors de danger lorsqu'elle quitte l'hôpital après 81 jours de soins intensifs. C'est à la suite d'une échographie cérébrale, quelques semaines plus tard, que sa vie bascule. Là, je rentrais dans le bureau du médecin, elle dit « paralysie cérébrale ». Première question, oui, mais à quel degré? Comment est-ce que c'est? Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va être? Marchera pas? On ne sait pas, madame. Il va se tenir un petit peu avec ses mains, mais pas longtemps. Il y a 4 ans, nous avions rencontré Louise Demers et son fils lors de leur dernier rendez-vous à la clinique de suivi des prématurés à l'hôpital Sainte-Justine. Tommy avait alors 21 mois. Quand on le voyait dans le premier reportage, ça avait l'air d'un cas très, très, très lourd. Il est encore considéré lourd. Ouais. Parce que, intellectuellement, on ne sait pas jusqu'à quel point il y a un retard. Comment que ça fait, elle, de bord, la psychologue? Ah, France! OK! Ensuite de ça, je veux dire, il y a un problème visuel. Côté moteur, il n'y a aucune autonomie. Ça, c'est bien évident. Il commence à parler puis à dire. Ça fait peut-être 1 an que Tommy peut dire vraiment tous ses besoins, là, tu sais. Fais une phrase au complet. Prends mon bain tout seul. Quand vous m'avez vu, c'est ça, je connaissais rien, je savais rien, puis j'étais le pantin de la médecine traditionnelle, si on peut dire. Tommy. C'est Tommy comment? Le système de santé n'a plus de secret pour Louise Demers, tellement elle a dû le fréquenter pour son fils. On commence avec les néonates, pédiatre, physiatre, ergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, neuropsychologue, neurologue. Quand ce n'est pas avec les spécialistes de la santé, c'est dans les portes tournantes des nombreux services sociaux qu'elle est souvent appelée à se débattre. Le prix à payer est lourd pour garder Tommy à la maison. Moi, il faut que je justifie pourquoi, combien de temps, quelle heure, qui j'ai vu. Tandis qu'une famille d'accueil, ils sont payés, puis ils n'ont rien de tout ça. S'ils demandent du gardiennage, ils en ont. S'ils demandent des couches, ils les ont. Ils se cassent pas la tête, ils payent pas, ils sortent rien de leur poche, là. Bien, force-toi parce que je trouve que tu marches pas bien fort, là. Louise Demers a aujourd'hui un autre enfant, une petite fille de 4 mois. À un certain moment, durant sa grossesse, elle a craint de mettre un 2e grand prématuré au monde. Pour être honnête, là, en sachant ce que je suis aujourd'hui, non,
je me sens en traître quand je dis ça pour mon gars, mais non, j'aurais pas fait le même choix. En sachant ce que je sais tout aujourd'hui, avec tout ce que ça l'a apporté, tout ce que ça l'a demandé, tout ce que ça l'a impliqué, je ne ferais pas le même choix. Ce serait pas d'acharnement. Pas d'acharnement. Il S'il vit, le il faut, vit, il vit on pas. débranche. Pas, oui. Alors, même pas il débranche. Je veux même pas qu'on le branche. S'il vit, il vit. S'il vit pas, il vit pas. OK, on met nos mains. La vie quotidienne chez Louise Demers ne sera jamais tout à fait normale. Comme sur Joey, t'es mou comme la guenille. Mieux que quiconque, elle sait qu'elle devra continuer à se battre pour donner la moindre parcelle de qualité de vie à Tommy. Tiens-toi, maman va aller chercher Jojo. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Il y a 2 miracles. Il y a le miracle de sa naissance, mais il y a l'autre miracle aussi, c'est de l'amener jusque-là. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus difficile? Oui. De le faire vivre. Je m'excuse, là, ce serait peut-être méchant, là, mais je pense que les médecins là-dessus n'ont pas Ils n'ont pas un gros mérite. On y va! Hey, on va pas les sourire de même, mon coquin. Ils ont le mérite de les faire vivre, mais... rien que de les faire respirer, un point, c'est tout. Ils n'ont pas le mérite. T'sais, dans le fond, ils ont le mérite aussi de les mettre handicapés, de les faire vivre à tout prix au point de les mettre handicapés. Je pense que c'est bien plus les parents qui disent j'assume, puis je vais l'amener à aller chercher son maximum. Oh, c'est bon! Chez les Tessier, plus le temps passe, plus les séquelles de la prématurité des jumelles se manifestent. Après Charlie, c'est au tour de Cassie qui, comme beaucoup de grands prématurés, a des problèmes sérieux d'apprentissage. C'est parce qu'elle travaille beaucoup, plus qu'un enfant ordinaire. Il faut qu'elle travaille beaucoup pour réussir à arriver au même résultat. Je suis autochtone. Mes ancêtres furent les premiers à habiter le territoire sur lequel tu vis aujourd'hui. D'habitude, comment ça se termine, nos devoirs, souvent, hein? Des fois, je pleure. T'en es. Si Cassie pleure quand elle fait ses devoirs, Charlie, elle, gémit presque jour et nuit. Sa lourde paralysie cérébrale entraîne lentement le dysfonctionnement de son système digestif. Il y a quelques mois, la situation était telle que les médecins ont décidé de pratiquer sur Charlie une gastrostomie. Parce qu'elle peut vomir jusqu'à 40 fois par jour, elle est hospitalisée au moins 2 fois par mois depuis sa naissance pour être réhydratée. Les soins sophistiqués dont elle a besoin n'ont plus de secret pour sa mère. Le principe, c'était de l'alimenter par là, étant donné que... Par le ventre? C'est ça. Étant donné que l'estomac était paralysé, donner plus de liquide comme ça, que ce soit plus facile à digérer. Mais elle continue de manger pareil, parce qu'elle aime ça, manger. Ouais. C'est ça son problème. Mais elle ne digère pas les morceaux. Ça reste tel quel, sauf qu'à un moment donné, l'estomac vient plein, puis là, ben, ça ressort. Vas-tu bien? Elle a une certaine qualité de vie, mais écoute, le côté santé, là, ça commence à se détériorer beaucoup. Là. Plus elle vieillit, plus c'est compliqué. La charge est grande. Pour les petits moments qu'elle a de bonheur, je me demande des fois, si on fait une équation, on se dit, ben, je sais pas c'est qui l'emporte, là. En bas! C'est beau, il est tout beau, là. Il est beau comme un cœur, hein. C'est un ange, on le regarde dormir, c'est un ange. Mais mec, il a de la barbe au menton puis des petits boutons. Il va-tu avoir l'air d'un ange? Est-ce que là, il bave, on l'essuie puis ça finit là? Mais quand il a 17, 18 ans et qu'il va baver, on va se dire, wesh, ça m'écoeure. Tu sais, c'est des choses qui font mal à un cœur de mère. Moi, personnellement, je n'aurais pas de problème. Mais je reste dans une société normale quand même. Puis il va l'être dans une société normale. Oui, c'est inquiétant. On pense aussi en vieillissant, mon dos, si nous autres on meurt, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est une autre histoire. Nous autres, on veut pas que... On va peut-être faire des manchettes dans 10, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas question que nous autres, on parte puis qu'elle reste. Ça, c'est officiel. Ça veut dire que si jamais on tombe malade, tous les deux, ou quoi que ce soit, là, on ne la laissera pas personne. C'est ça qu'on s'est dit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, on va l'emmener avec nous autres. Une chose dont je suis vraiment convaincue, c'est que ces risques-là, ces décisions-là, doivent être prises par les parents et non pas par une institution. Un, deux, trois. Go. Go! T'en vas où, là? Tu t'en vas où? Oh. En haut.
je ne connaissais rien, je faisais face à de l'inconnu, puis j'avais comme tout délégué aux médecins, à la médecine, aux gens alentour de moi, mon rôle de mère. Tu sais, je faisais plus de choix. On décidait pour moi. Moi, ben, je devais interagir avec ce qu'on me disait de faire. On se fait traiter comme si on n'était pas des personnes assez intelligentes pour comprendre. Tu sais, à un moment donné, il a fallu que je dise aux médecins, je comprends des mots qui ont plus que 2 syllabes. Vous pouvez me parler, là, puis employer des mots techniques. Puis si je les comprends pas, là, je vais vous le demander. Puis si je comprends pas encore, je vais aller chercher. 5, 10 et même 20 ans après la naissance de leur enfant, ces parents sont encore en colère. Ils accusent les médecins de ne pas les avoir suffisamment informés des risques de séquelles pour leur bébé. C'est sûr que si du jour au lendemain, je retombe enceinte puis j'accouche à 24 semaines, ma décision est prise, c'est certain, c'est arrêt de traitement officiel. Parce que j'ai la conséquence, je vis avec, là, puis je vais vivre avec longtemps encore. Mais il y a 10 ans, j'aurais pas répondu ça. C'est le fait d'en avoir une comme ça que je peux répondre ça. C'est facile rétrospectivement à dire ça, parce que le bébé est endommagé et le dommage a été vérifié à l'âge de 3 mois, 5 mois ou 1 an. Quand il commence à marcher, il ne peut pas marcher. Mais au moment que le bébé est dans l'unité, c'est là la difficulté. Et les parents, à ce moment-là, n'ont pas les moyens vraiment de dire arrêtez, basé sur quelle information? Certains des parents que nous avons rencontrés ont l'impression d'avoir été trahis par leur médecin. Tandis qu'à l'hôpital, rien n'est ménagé pour sauver leur bébé qui passe en moyenne 100 à 120 jours dans des unités spécialisées, il n'y a plus de service ni de soutien quand le bébé rentre à la maison. Ça, c'est la partie facile de sauver l'enfant. Ça, c'est facile parce que vous avez une équipe de spécialistes. Vous avez une équipe, plein de monde qui s'en occupe. Vous avez un budget illimité, vous avez des ressources illimitées, vous avez toute la machinerie spécialisée à votre disposition. Ça, c'est, tu sais. Puis quand l'enfant arrive à la maison, où est l'équipe? Il y en a 2. S'ils sont chanceux, il y a 2 parents. On n'a plus 3 chiffres d'infirmières qui vont faire les soins. C'est aux parents à qui revient la grande responsabilité de s'occuper de ce tout petit bébé qui pèse des fois 2 kilos à la sortie. Gaëlle Trébaol sait de quoi elle parle. Il y a 11 ans, elle accouchait de triplés nés après seulement 24 semaines de gestation. Un seul survit, Erwan, qui subit cependant une sévère hémorragie cérébrale. Aujourd'hui, Mme Trébaol milite avec des parents qui se sentent délaissés par la société. Si le médecin a pensé qu'il fallait intuber ce bébé-là très, très petit, je pense qu'il devrait être tenu, en tout cas, il ne semble pas être tenu de le faire, mais il devrait être tenu de donner des services et de suivre cet enfant-là et de le soutenir jusqu'à au moins sa majorité. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Je crois que Vous ne donnez pas de service après-vente, ni plus ni moins. OK. Ça, c'est mauvais. Si vous donnez des soins tertiaires sur-spécialisés à néonat, il faut au moins qu'il y ait un groupe ou quelqu'un dans le service qui fait le suivi. De façon systématique, on voit les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à l'âge de l'entrée à l'école. En plus d'un suivi médical plus soutenu, les parents réclament une information plus claire sur les risques de séquelles de leur enfant. Le problème, c'est que les nouveaux parents ne sont pas toujours disposés à faire la part des choses. Sur le coup, ils nous en disent beaucoup, mais sur le coup, là, tu penses à ton bébé puis tu es dans tes émotions. Tu écoutes ce que le médecin dit, mais la plupart, ça passe tout droit. Maintenant, dans la société où on est, les enfants sont tous très attendus, très désirés. Puis là, tout d'un coup, il t'arrive une affaire de même, puis la décision, il faut qu'elle se prenne rapidement, puis dans des situations où tu as beaucoup d'émotions. Je peux vous dire que mon expérience ici, 25 ans avec des grands prématurés, est telle que je n'ai jamais eu un père ou une mère qui vient me dire « Écoutez, vous ne m'avez pas averti ». Les parents sont toujours rencontrés. Maintenant, oui, maintenant, là, Linda, maintenant, c'est d'emblée. Aussitôt qu'on a un problème durant la grossesse, la consultation en pédiatrie est obligatoire. Ça, c'est pas les conséquences de ce qui va arriver à 24 semaines. Là. Comment est-ce qu'il va être son enfant? Ils disent oui, il va avoir des séquelles, peut-être. Mais quoi, les séquelles? Regarde. On dit ça, ouais. Les parents savent comment il est difficile de prendre une décision dans pareille situation. Parler de séquelles, c'est nécessairement parler de chiffres et de statistiques, toutes plus complexes, impersonnelles et souvent même contradictoires les unes que les autres.
Je dirais, dans notre institution, la survie d'un bébé de 26 semaines, c'est de l'ordre de 95 à 98 les risques de dommages sévères, c'est de l'ordre de moins de 5 Écoute, même si je parle de 50 30 des séquelles pour elle, le bébé peut tomber d'un côté à de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ces statistiques? Allez, vas-y. Par contre, on devrait sans doute pousser un peu plus loin et dire, chez ces 50 de survie-là, il y en a 50 d'enfants qui, à 2 ans, sont handicapés. Et des 50 qui restent, un grand nombre vont avoir des problèmes aussi. Oui, puis tu as de la difficulté à écouter le professeur longtemps aussi, hein? Oui. Oui. Erwan fait partie des 50 d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage. À 11 ans, il commence sa 2e année. Et puis ça a été commencé à quelle dose, le Ritalin? 5 le matin et puis 5 le midi. Pourtant, ces enfants sont considérés comme normaux, même s'ils ont des problèmes scolaires et sont parfois obligés de prendre du Ritalin. C'est sûr que ça a baissé beaucoup son appétit. Oui. Puis, à 8 ans, il pesait 43 livres. Erwan a subi d'autres séquelles à la suite de son hémorragie cérébrale et sa mère conteste le fait que son fils soit évalué comme un cas léger. Il a une petite paralysie cérébrale, donc ce qu'on appelle une diplégie spastique. Il a une atteinte spécifiquement là, aux membres inférieurs, un petit peu aux mains. Il a une surdité sévère, donc il est appareillé depuis qu'il a 17 mois et il garde quand même une difficulté de langage évidente, là. Il a une déficience intellectuelle légère aussi. Il a surtout des troubles d'apprentissage sévères. En premier, qu'est-ce qu'on entend? A. A. Bien. Ici, on va écrire un A. Après ça, qu'est-ce qu'on entend? Pour le na, qu'est-ce qu'on entend en premier? N. Bravo! Qu'est-ce qui fait que vous le considérez comme lourd et que le système le considère comme étant léger? Parce que je vis avec. Ouais. Je pense que toute la différence est là. C'est que nous, on est 24 heures par jour avec cet enfant-là et qu'un médecin, un néonatologiste ou un médecin l'évalue en 5 minutes. Et hop là! C'est ce manque de confiance des parents envers la néonatologie qui est à la base de leur revendication la plus importante. Avoir le dernier mot sur le fait d'arrêter ou même de ne pas entreprendre de soins extraordinaires pour sauver leur enfant prématuré. Une chose dont je suis vraiment convaincue, c'est que ces risques-là, ces décisions-là, doivent être prises par les parents et non pas par une institution. Que les parents soient bien renseignés, par contre, qu'on leur explique, puis qu'on leur, tu sais, qu'on décrive en long et en large les possibilités. Attends, les bonnes, les moins bonnes, mais qu'on leur dise, là, voici ce qui peut arriver. Puis qu'on laisse le parent choisir, pas l'institution choisir. Même si quelqu'un vous dit, écoute, j'ai 80 dans tout ce que je vois qu'il y aura des séquelles, quelqu'un veut dire, mais oui, mais il y a 20 qui pourraient être normales. Donc, pensez-vous que c'est facile pour l'individu d'arrêter un ventilateur, sachant que, est-ce que cet enfant peut tomber dans les 20 C'est pas les parents qui vont arriver à débrancher l'enfant. Même s'ils sont mieux informés, les parents n'ont par ailleurs pas plus de pouvoir sur le sort de leur bébé prématuré. Du moins, pas dans les grands hôpitaux universitaires. C'est ce qu'a constaté Gaëlle Trébaol il y a 3 ans, alors qu'elle attendait de nouveau un enfant. J'avais fait le tour en disant, si je suis à 25 semaines en salle d'accouchement, je ne veux pas de réanimation, je ne veux pas de néonatologiste dans cette salle. Je ne veux personne. Et tous les néonatologistes m'ont répondu, mais que tu le veuilles ou non, peu importe où tu iras, ton bébé à 25 semaines sera réanimé. À partir d'où la décision médicale relève où on pense davantage au bébé qu'à la famille? Comme je vous le disais au début, 22-23, c'est une situation particulière. 24 à 25, c'est une situation tout à fait différente. À 25 semaines, je ne pense pas qu'ils accepteraient ne pas faire quoi que ce soit pour le bébé, parce que les informations, les résultats que je connais de ma propre institution sont tels qu'ils ne me permettraient pas, à toute honnêteté et professionnellement et du point de vue éthique, ne pas prendre soin de ces bébés. On le voit, il est très difficile de tracer la ligne dans ce genre de débat, que ce soit sur le plan légal, éthique ou humain. Le problème, c'est que la question va se poser de plus en plus souvent.
On peut en effet s'attendre à ce que les naissances de grands prématurés augmentent avec un nombre de plus en plus grand de grossesses multiples et aussi un taux de survie plus important grâce aux nouvelles technologies. Le débat actuel entre parents et néonatologistes devrait donc s'élargir à toute la société. C'est pas une maison favorable pour le feng shui. Pourquoi? C'est à cause que c'est en face d'une rue ici, à côté. Alors, toutes les voitures, toutes les mauvaises airs, là, s'arrêtent en s'arrêtent dans la maison. Enjeu est rediffusé à RDI le samedi à 20h. Si vous voulez revoir nos reportages, vous pouvez aussi consulter le site de Radio-Canada sur Internet. Entre-temps, je vous invite à nous écrire à nouveau pour nous transmettre vos commentaires ou encore vos idées de reportage. Voici comment nous joindre. La semaine prochaine à Enjeu, comment un simple changement de décor peut améliorer votre vie. Le Feng Shui. Après l'accident de mon mari, ma décoratrice est venue me parler du Feng Shui parce qu'elle avait remarqué la tour électrique ici à l'arrière, qui dans le Feng Shui est une flèche empoisonnée qu'on appelle, qui est très dommageable. C'est de la très mauvaise énergie qui circule. Merci d'avoir été là. Notre prochain rendez-vous, mardi, 21h. Au revoir et à la semaine prochaine.